enregistrer cette session. Donc, je vous prie d'être informé que cette session elle est enregistrée parce qu'en fait, je pense que les interactions que nous allons faire maintenant peuvent probablement être utilisées à d'autres fins ou bien dans d'autres endroits, ou même vous-même, vous pouvez avoir besoin de pouvoir l'utiliser par la suite parce qu'en fait, il y a plusieurs informations que nous allons partager ensemble. À ce stade, ce que nous allons faire, c'est un petit peu, dans le cadre de cette présentation inaugurale, d'essayer de créer la possibilité pour nous de comprendre l'environnement dans lequel évolue la santé publique en Haïti. Et nous avons parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de l'intérêt que vous portez à l'idée que les secours, bien, cette formation soit une formation qui soit autant que possible axée sur les problématiques d'Haïti. Je pense que vous faites bien de le voir ainsi, même s'il faut avoir un regard, une vision internationale de ce que nous faisons. Mais quoi qu'il en soit, cette introduction que je vais faire pour vous va se focaliser dans une large mesure par rapport au parcours de la santé publique en Haïti et une présentation qui compile un certain nombre d'informations que nous avons glanées, que ce soit dans les littératures, les documentations qui existent, mais aussi, bien sûr, dans notre expérience personnelle. Parce que, comme Vanel l'a dit, j'ai eu l'opportunité d'être à l'intérieur en plein dans le système de santé haïtien, même si je n'ai jamais travaillé pour le ministère, mais j'ai été en premier siège pour justement interagir avec le système de santé haïtien, étant donné que j'ai été systématiquement dans des ONG assez importants et quand je n'étais pas, j'étais dans la société civile de façon très active. Je ne sais pas si certains d'entre vous savaient, ont su ou bien m'ont vu, quand j'étais président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, j'étais vraiment très actif, interpellant le gouvernement assez régulièrement. Commençons cette présentation. Entre fin novembre et début de décembre 2019, une pneumonie considérée comme atypique est apparue en Chine, à Wuhan, dans la province du Hubei, qui va devenir ce que nous connaissons maintenant sous le terme de la COVID-19. Et c'est en janvier 2020, je ne vous l'apprends pas, que l'Organisation mondiale de la santé va déclarer l'état de pandémie mondiale de coronavirus. Entre cette période dont on vient de parler, donc novembre/décembre 2019, on ne sait pas exactement, en tout cas, ce n'est pas officiel, nous avons des chiffres à cette date de plus de 500 millions de personnes qui ont été directement touchées et qui ont été directement malades, qui ont nécessité une prise en charge médicale, un accompagnement médical dans l'expérience du COVID-19 avec plus de rapporté 6 millions de cas à la date d'aujourd'hui. Parallèlement, juste pour information, il y a plus de 11 000 milliards de doses de vaccination qui ont été distribuées à cette date depuis le début des programmes de vaccination en novembre de l'année dernière. La réalité de la COVID ou du COVID, je n'entre pas dans cette discussion, nous dit un certain nombre de choses en ce qui a trait à la santé publique. Avec la COVID, mondialement parlant, on découvre au moins deux choses. On découvre premièrement que la nécessité d'une santé globale, d'une vision sanitaire au niveau du monde est incontournable. Il est incontournable de considérer la possibilité ou la nécessité pour le monde d'avoir des systèmes de santé suffisamment connectés, voire suffisamment coordonnés pour faire face à des défis mondiaux, ce que nous appelons des pandémies, sachant que la vision pandémique mondiale ne s'arrête plus à la vision des maladies transmissibles. Par exemple, nous savons évidemment qu'en général, on parle de pandémie
en cas de maladie transmissible, bactérienne, virale, zoonose en général, etc. Mais de plus en plus, on parle de pandémie de diabète, pandémie d'obésité et même les maladies comme le cancer ou d'autres maladies non transmissibles sont considérées à l'échelle d'une massification de ces réalités. Donc, la première réalité, c'est que la réflexion doit être portée de savoir comment on organise la santé globale pour permettre à ce que les systèmes de santé que nous avons puissent être en capacité de prévenir, de faire de la mitigation, mais aussi et certainement surtout de répondre aux défis qui sont devant nous. La COVID nous démontre un certain nombre de choses. Elle démontre ce qui a été prédit, et je sais que ça a fait beaucoup de polémiques par Bill Gates en 2015, que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour faire face à une pandémie mondiale. Il n'y a pas assez d'études épidémiologiques prospectives. Il n'y a pas assez de stratégie globale de réponse coordonnée. Il n'y a pas assez de simulation. Il n'y en a pas du tout. C'est même pas qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas du tout d'activités de simulation dans les pays, d'exercices communs avec les pays, entre les pays, comme ils font pour les armées qui font régulièrement des exercices de simulation ensemble. Et il n'y a pas ça au niveau de l'épidémiologie. Il n'y a pas assez de stimulation non plus des pays pour se rendre compte ou bien pour comprendre qu'ils font partie d'un petit village global et que le problème de l'un devient fatalement le problème de l'autre. Pas assez de données, pas de système de réponse coordonnée et les systèmes de santé des pays et de façon particulière des pays pauvres comme le nôtre sont défaillants. La COVID a démontré qu'en vérité, beaucoup de choses qu'on pensait acquises ne le sont pas, d'une part, et d'autre part, qu'il va falloir définitivement sortir de la conviction qu'ont un certain nombre de pays que s'ils sont suffisamment protégés, si leur système de santé est suffisamment fort, ils sont donc immunisés contre les aléas de santé qui peuvent venir d'ailleurs. La COVID a mis à plat tous ces a priori et ces fausses vérités qui ont été intégrées par les dirigeants de beaucoup de pays dans le monde. La COVID a révélé une autre réalité. Enfin, elle ne l'a pas révélée, mais elle a mis l'accent très fort sur cette autre réalité, une réalité que vous avez la chance de pouvoir, vous aurez la chance de pouvoir manipuler de très près. C'est la réalité que, en vérité, quand on parle de santé et surtout quand on parle de médecine, on ne peut pas considérer que la médecine n'est que la médecine humaine. Parce qu'à la vérité, quand nous parlons de maladies infectieuses, maintenant, on sait actuellement que 75% des maladies infectieuses qui provoquent des épidémies, voire des pandémies, viennent du règne animal. L'inverse est tout aussi vrai. Vous avez des pathologies humaines qui peuvent aussi se diffuser dans des populations animales, même si le plus souvent, dans ces populations animales, ces populations ne deviennent pas nécessairement des réserves. Concrètement, on est en train de dire qu'avec cette pandémie, on est en train de voir que la fragmentation que nous avions faite, qui a été faite de la médecine, en considérant une médecine pour les hommes, une médecine pour les animaux, une santé pour les hommes, une santé pour les animaux, voire pour l'environnement en général, c'est une fragmentation qui ne fait pas sens. Il y a un terme, je ne sais pas si vous la connaissez, enfin une expression, une boutade même, et qui dit comment s'appelle un médecin qui n'est spécialisé que dans une seule espèce animale? Et la réponse, c'est les médecins humains. Parce qu'en fait, les vétérinaires, Vanel en connaît un bout, il est lui-même vétérinaire, sont capables de prendre en charge plusieurs espèces d'animaux. Mais les médecins, nous autres, les médecins humains, ne connaissons, ne nous intéressons qu'à une seule espèce qui est l'homme. Et pourtant, il y a tellement d'interactions entre toutes les espèces que ça ne fait pas sens, ça ne fait plus sens de dire que la médecine devra être soit animale, soit humaine. La médecine, la santé va devoir devenir globale pour prendre en compte les réalités humaines, les réalités animales et les réalités environnementales qui impactent la santé mondiale. Et c'est ce qu'on appelle le One Health.
On a parlé donc de ces deux concepts, la santé globale, global health, la santé, une seule santé, One Health. On n'a pas encore trouvé de traduction sexy pour One Health. On l'utilise assez souvent, que ce soit en français, que ce soit dans d'autres pays, santé humaine, animale et environnementale. Et ces deux réalités se sont imposées à la réflexion de tous les dirigeants, de tous les décideurs du monde en général et du monde occidental en particulier, pour se rendre compte qu'il y a un certain nombre de réformes nécessaires dans notre façon de concevoir et de faire santé publique. Santé publique, disons-nous, parce que justement, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de savoir comment organiser les ressources d'un pays, d'une communauté, d'une nation, d'une famille, d'une personne, pour que ces ressources puissent aider cette famille, cette communauté, cette personne à faire face aux défis de santé qui existent ou qui sont à venir. Et grosso modo, c'est ça la santé publique. La santé publique, c'est comment on organise nos ressources pour répondre aux défis de santé présents et futurs. Cet après-midi, nous allons prendre le temps un petit peu de faire un peu l'historique de l'évolution de la santé publique en Haïti. Après son indépendance, Haïti hérite d'une population d'à peu près 1 demi-million d'anciens esclaves, fondamentalement illettrés, sans infrastructure étatique. Pratiquement toutes les infrastructures sont détruites pour celles qui existaient. Une bonne partie des infrastructures n'existaient tout simplement pas. Vous le savez déjà sans doute, Haïti était une colonie d'exploitation et non pas une colonie de colonisation. J'ai oublié comment on dit l'autre mot. Ce n'est pas une colonie de transfert de population comme l'ont été les pays d'Amérique du Sud, par exemple, ou de l'Amérique latine, où les gens sont partis, ou d'Amérique du Nord surtout, le Canada et les États-Unis. C'est des pays où les gens sont partis de chez eux pour venir avoir un autre chez eux dans l'espace ou dans ce nouvel espace et qu'ils ont construit puisque c'est devenu leur pays. Mais Haïti, c'était une colonie d'exploitation, c'était un lieu de travail où le colon venait pour exploiter et très peu d'infrastructures, pour ne pas dire pas d'infrastructures, en tout cas pas d'infrastructure sociale n'a été mis et créé dans cette colonie. Ce qui fait qu'à son indépendance, vous avez en Haïti pratiquement pas de structure, pas de système, y compris de système scolaire, éducatif, social et sanitaire. Quoi qu'il en soit, les historiens nous rapportent que le massacre des Blancs a quand même épargné certains des médecins, des professionnels qui étaient versés dans la médecine, mais aussi et surtout les anciens esclaves à talent. Vous savez qu'il y avait ces esclaves à talent dont Toussaint Louverture faisait partie, mais malheureusement, il n'était plus là à cette époque, servaient de guérisseurs, d'accompagnateurs pour aider la population à faire face aux défis de santé qui se présentaient à eux. En 1861, elle a créé une école de médecine et de pharmacie qui pouvait accueillir jusqu'à 20 étudiants par promotion. Cette école est rattachée à l'hôpital Saint-François de Sales. Et en 1926, l'école de médecine va être rattachée à l'Université d'État d'Haïti qui avait été fondée avant cela. Et cette école a bénéficié de subventions de la Fondation Rockefeller, comme nous disent les historiens, et est passée de 20 à 40 étudiants par année. Nous sommes donc fin du 19e siècle. Le 20e siècle arrive. Haïti petit à petit commence à se relever, que ce soit des guerres de l'indépendance et des autres guerres que vous savez qui ont été très présentes dans la première partie de l'histoire d'Haïti. Et une fois avoir terminé de payer la dette de l'indépendance, la rançon qui nous avait été exigée par la France, petit à petit, on commence à mettre en place les infrastructures pour ne serait-ce qu'avoir un semblant de système. Évidemment, déjà dans la fin des années 1800, début des années 1900, il y a des médecins qui sont formés en Haïti. La première école de médecine haïtienne est l'une des plus anciennes et historiquement parlant.
écoles de médecine dans la zone des Caraïbes, certainement, et même dans la zone des Amériques. Dans les années 1960, il y avait au Québec, je pense que Vanel sera intéressé à savoir ça, il y avait au Québec beaucoup plus de médecins haïtiens qui pratiquaient que de médecins canadiens qui pratiquaient au Québec. Donc, la force de travail existait, mais le système n'existait pas. Évidemment, il y avait aussi des mouvements de santé publique. Un des mouvements de santé publique les plus connus, c'est un mouvement qui avait été vraiment motorisé, mobilisé par un certain nombre de médecins, mais le plus fameux étant le docteur François Duvalier, qui a pour cela été appelé Papa Doc par des paysans qui ont bénéficié de campagnes qu'il faisait contre des maladies tropicales négligées comme le typhus, le pian et la malaria. Et c'est ce qui vaudra à Papa Doc d'être assez populaire jusqu'à devenir président de la République en 1957. Ceux qui sont plus âgés que vous savent que, et vous le savez aussi parce que vous êtes des personnes très éclairées, les années 60 et 70, docteur Ekoto pourra vous le dire mieux que moi, sont appelées les années des indépendances. Parce que subitement, plus d'une quarantaine, certainement plus d'une cinquantaine de pays au monde vont devenir des pays indépendants, en grande majorité en Afrique, mais aussi beaucoup de pays en Asie vont devenir indépendants à ce moment-là, et pas que. Même en Amérique latine, vous allez avoir beaucoup de pays qui deviennent des pays indépendants. Et là se pose la grande question. Quel est le rôle, quelle est la responsabilité de l'État vis-à-vis des nouvelles populations qui sont sous leur responsabilité? À cette même époque, souvenez-vous qu'il y a la dualité entre le capitalisme et le socialisme, ou communisme si vous voulez, qui existe, qui divise le monde en deux. Et donc, vous avez une partie du monde qui ne jure que par le libre marché, le marché libre, et une autre partie du monde qui dit que l'État, le gouvernement, les États ont pour responsabilité de prendre en charge leur population. Une grande partie des pays, notamment en Afrique, ont décidé de faire le choix de prendre en charge les systèmes de santé, et dans beaucoup de pays d'Afrique et dans beaucoup de ces nouveaux pays, les soins de santé reviennent sous la responsabilité de l'État. Jusqu'à présent, dans beaucoup de ces pays, le système de santé, la structure du système de santé est fondamentalement étatique. Mais en Haïti, qui en fait avait une histoire antérieure à celle-là, vous avez, même dans cette période, une situation un petit peu mitigée où se met en place un système de santé étatique, mais ce système de santé étatique n'aura d'autre choix, si on veut le dire ainsi, que d'exister à côté de systèmes de santé privés qui existaient déjà et que chaque personne utilisait, que ce soit pour la médecine occidentale pour les personnes qui avaient les moyens et la médecine traditionnelle pour les personnes qui avaient un peu moins de moyens. Donc, les années 60 et 70, vous allez le voir, vont marquer un tournant mondial au niveau de la santé publique. Mais avant d'arriver dans les années 60 et 70, quand il faut parler de santé publique, soulignons quand même que déjà au tournant du siècle dernier, du 19e siècle, il était devenu évident pour tous les pays que ce qu'on appelle la salubrité publique était un problème qui ne pouvait être pris en charge que par une autorité centrale. On ne pouvait plus considérer que chaque personne devrait balayer devant sa porte, mais que les pays devraient s'organiser pour mettre en place des systèmes. Ainsi, et avec le constat que des épidémies comme le typhus, le choléra, la peste, les grippes et autres pneumonies ont mis à genoux beaucoup de pays, même en Europe, et que les grandes puissances européennes qui étaient à l'apogée de leur force à l'époque avec toutes les conquêtes coloniales qui ont été faites, se sont rendus compte que, en fait, les épidémies étaient beaucoup plus nuisibles, avaient une pouvoir de destruction de leur richesse beaucoup plus forte que les pays rivaux qui étaient en face d'eux. Et là, on commence justement à envisager des mécanismes, des systèmes étatiques d'organisation de la santé. La France, l'Angleterre, les États-Unis, les autres pays de l'Europe de l'Ouest, en général, dès avant et le tournant du 19e siècle, commencent à prendre des lois de santé publique et même
des fois avant. Et dans cette foulée, c'est dans cette foulée que le 2 décembre 1902, qu'est créée l'Organisation panaméricaine de la santé, pas encore l'OMS, mais l'Organisation panaméricaine de la santé. En Haïti, ce n'est qu'en 1975 que s'élabore le tout premier plan national et le tout premier plan national de santé. Ce plan met l'accent sur la régionalisation des services, sud, nord, ouest, une région transversale. Chaque région est divisée en districts, sous-districts, et ces sous-districts et districts vont devenir petit à petit des structures qui vont organiser ce qu'on appelle la médecine de commune, les médecines communes, ceux qui ont mon âge ou un petit peu plus âgés connaissent ce qu'on appelle. Et je crois qu'il y a dans beaucoup de villes en Haïti, on connaît encore ce qu'on appelle les médecines communes. C'est là que cette idée a commencé. Donc, 1970, enfin, année 70, donc c'est une année où Haïti commence à s'organiser, etc. Mais ce mouvement d'organisation, comme je viens de vous le dire, est pareil partout. Déjà dans les années 60, la Chine va innover et créer une situation inédite. Vous avez certainement entendu parler des médecins aux pieds nus. C'était la Chine à l'époque, pays déjà le plus peuplé du monde, 800 millions d'habitants en 1960. Et la Chine a un grave problème de médecins. Avec le régime communiste qui est maintenant bien installé, il faut trouver un moyen de prendre en charge toute cette population avec si peu de médecins. Donc, les médecins aux pieds nus sont formés pendant 6 mois. Ce sont des paysans formés pendant 6 mois et qui ont pour responsabilité de prendre en charge un certain nombre de maladies tropicales connues comme la malaria, comme la typhoïde, un certain nombre de maladies facilement, entre guillemets, traitables. Les succès, entre guillemets, de la Chine par rapport avec cette approche ont interpellé beaucoup de spécialistes de la santé, y compris des spécialistes de santé publique aux États-Unis, avec les grandes universités, que ce soit Harvard University, que ce soit Cornell University, que ce soit Johns Hopkins University, l'une des universités les plus en avance par rapport à cela. À l'époque, vont se poser la question et de regarder qu'est-ce qui se passe en Chine et voir jusqu'à quel point les communautés peuvent être impliquées dans l'organisation du système de santé, sachant que les ressources sont extrêmement limitées. De fil en aiguille, il va s'organiser une réunion fondatrice du système de santé tel que nous le connaissons, en tout cas des soins de santé primaires tels que nous les connaissons maintenant, 1978, dans une ville de l'Union soviétique de l'époque, je crois que c'était en Ukraine. Si ce n'est pas en Ukraine, c'est en Géorgie, mais je vais trouver ça maintenant, c'est maintenant que ça me vient en tête. On sait que c'est l'Union soviétique, je crois que ce n'est pas en Russie, mais c'est dans une ville qui s'appelle Alma-Ata. Dans cette ville va s'organiser ce qu'on appelle la conférence d'Alma-Ata sur la santé publique. Première grande conférence réunissant plus d'une centaine de pays, je crois 192 pays, qui se réunissent autour de l'idée comment organiser la santé mondiale, la santé dans les pays pour permettre à ce que les peuples puissent jouir et bénéficier de la santé dans son ensemble. Alma-Ata a été un franc succès et est sorti avec ce slogan que vous avez peut-être déjà entendu, santé pour tous. À l'époque, on disait santé pour tous d'ici à l'an 2000. Santé pour tous à l'an 2000, c'est un slogan quand j'étais enfant qui était très connu en Haïti. Santé pour tous, donc ça sort de Alma-Ata. Avec cette vision, nous allons rendre possible la santé pour le plus grand nombre dans nos populations à travers la mise en place de systèmes de soins de santé primaire qui va prendre en charge les informations, les indications de santé les plus pressantes et les plus essentielles pour les pays dans nos pays. Alors, vous le savez très bien, Alma-Ata n'a pas atteint son objectif, loin s'en faut, il n'y a pas santé pour tous, même en 2022, mais dans nos cours, nous allons voir quelles sont les raisons pour lesquelles Alma-Ata n'a pas pu... Alma-Ata a révolutionné les politiques de santé, mais n'a pas pu atteindre les résultats. Donc, santé pour tous, jusqu'à présent, on est encore dans cette logique. Haïti
participait à Alma-Ata. C'est Dr Gaston Delouche qui a participé pour Haïti. Et Haïti fait partie des pays pionniers qui, en fait, très rapidement ont pris des décisions par rapport à la suite de Alma-Ata. Mais souvenez-vous qu'en Haïti, il y a ce grand problème. 78, beaucoup de pays sont des pays jeunes et ils ont tout à construire. Donc, ils peuvent construire leur système de santé from scratch dès le début. Alors que Haïti a un passé de plus de 100 ans avec lui qui il est obligé d'adapter la situation sanitaire ou bien le système, l'organisation sanitaire avec la réalité qu'il a. Concrètement, Haïti a une situation socio-économique qui ressemble aux pays d'Afrique. Enfin, pas vraiment à l'époque, Haïti est beaucoup mieux loti qu'elle ne l'est maintenant. Mais quoi qu'il en soit, pour Haïti, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il navigue entre deux eaux, entre le privé très fort et un public qu'il faut mettre en place. Quoi qu'il en soit, en 1983, le docteur Harry Borde devient ministre de la Santé et va réorganiser complètement le système de santé autour justement des programmes de santé, de soins de santé primaire et va révolutionner en créant les écoles d'agents de santé polyvalents, qu'on les appelait, d'auxiliaires polyvalents pour commencer, d'auxiliaires de santé et d'agents de santé. Et dans le cadre de ce programme, supporté par la Banque interaméricaine de développement, l'idée, c'est vraiment d'arriver à garantir des soins de santé pour au moins 80% de la population. Et le plan de Harry Borde va petit à petit être amélioré, renforcé, etc. Entre 85 et 88, vous avez le plan national de santé qui est révisé et qui identifie 6 grandes priorités au niveau de la santé publique en Haïti. La priorité santé materno-infantile, la priorité et planification familiale, bien sûr. Numéro 2, la priorité de la lutte contre les maladies diarrhéiques et de l'allaitement et de la promotion de l'allaitement maternel. Numéro 3, la priorité pour le programme élargi de vaccination, le programme de surveillance nutritionnelle, le programme de lutte contre la tuberculose et le programme de lutte contre la malaria sont les piliers qui ont été mis en place dans cette période fin des années 80 pour justement restructurer, réorganiser le système de santé haïtien. Signalons en passant que la décennie des années 80 n'est pas une décennie de tout repos non plus pour Haïti, au-delà vous savez qu'en 85, c'est le départ du régime duvalier. Haïti va se redéfinir en tant que peuple, en tant que nation, mais aussi parallèlement, Haïti est en train de faire face à ce qui, à l'époque, est déjà la pandémie la plus meurtrière qui existe et qui fait rage dans le monde, c'est la pandémie du sida, et qui a commencé déjà depuis les années 78 et 78-85. Et Haïti est en pleine pandémie du sida quand la décennie des 80, Haïti essaie de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est-à-dire ce qu'elle a, c'est-à-dire pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, autant que possible, on forme des cadres, on organise le système, mais le système toujours n'arrive pas à faire face à ces défis. Mais c'est petit à petit que vers 1889, un accord est trouvé avec la Banque mondiale, l'accord qui prévoyait quand même déjà un partenariat public-privé. Souvenez-vous que je vous dis qu'en Haïti, le grand défi, c'est le partenariat public-privé. Et là, on commence à agir sur les indicateurs, mortalité maternelle, mortalité infantile, les questions de vaccination, etc. Mais pour des raisons politiques, tout ceci n'arrive pas à se transformer en résultat et vous le savez déjà. Je saute plusieurs paragraphes pour vous dire que en 2000, Haïti adopte les objectifs de développement du millénaire. Parmi ces objectifs, 8 objectifs, 3 d'entre eux sont des objectifs qui ciblent directement des questions de santé, que ce soit pour la vaccination, que ce soit pour la mortalité maternelle, que ce soit pour le contrôle des endémies, des épidémies majeures, sida, le VIH-sida, le paludisme, donc la malaria et la tuberculose. Haïti adopte donc ce corpus qui dit vers 2015, nous allons atteindre un certain nombre d'indicateurs que vous connaissez déjà, mais que nous allons aussi utiliser. Maintenant, dans le cadre de ces années 2000, avec la vision et aussi avec
cette question de sida qui commence à faire des émules et que les grands pays commencent à se rendre compte que définitivement, il va falloir faire quelque chose pour adresser la question du sida, Haïti commence à mettre en place des stratégies différentes. L'une des stratégies qui est trouvée déjà vers la fin des années 90, début 2000, c'est la stratégie des unités communales, les unités communales d'abord, communautaires ensuite, de santé, les fameuses ICS, que beaucoup d'entre vous certainement ont entendu parler, avec la santé maternelle comme priorité, non seulement priorité, mais l'idée c'est de faire de la santé maternelle la porte d'entrée de la réforme du système de santé en Haïti. Donc, des investissements sont faits autour de cette idée de santé maternelle, de santé de la reproduction, lesquelles idées permettent l'ouverture de l'école d'infirmières, de sages-femmes et avec la Martinique qui avait aidé aussi beaucoup, etc. Et dans cette même période, on sait que la vaccination, les questions chirurgicales, les questions odontologiques, les questions mentales ne sont pas du tout adressées. Mais l'idée, c'est avec la santé maternelle de faire en sorte que le système s'organise autour des besoins de santé maternelle parce qu'on s'est rendu compte que la santé maternelle, la santé de la reproduction en général fait intervenir plusieurs niveaux d'organisation des systèmes de santé, que ce soit la prévention, que ce soit le curatif, etc. Donc, l'idée, dès les années 2000, c'est de faire de la santé maternelle, de la santé de la reproduction, la porte d'entrée, de réorganiser tout le système de santé autour de l'idée que nous allons diminuer la mortalité maternelle en Haïti. J'ai oublié de vous le dire, sachez-le bien, que dans cette période-là, Haïti a une mortalité maternelle de 523 décès de femmes sur chaque 100 000 femmes. 523 décès pour 100 000, juste pour information. Et quelques années plus tôt, dans les années 80, il était à 1000 pour 100 000. Et 1000 pour 100 000. Enfin, Haïti, on pense qu'Haïti n'a jamais été à 1000 pour 100 000, vraiment, mais il était très élevé autour de 600 et de 700. Mais vers les années 2000, il était encore à 523 000 et 500 000 décès pour 100 000 naissances vivantes. 523 000 décès pour 100 000 naissances vivantes. Sachant qu'à la même époque, le pays qui avait le record du monde, c'était le Soudan, avec 780 à peu près décès de femmes pour 100 000. Donc, Haïti était tout près, alors que le Soudan, à l'époque, était en pleine guerre. Haïti n'étant pas a priori en guerre à l'époque. Donc, Haïti était de loin le pays avec la mortalité maternelle la plus élevée, la plus avancée du monde, parmi les pays les plus avancés du monde, mais de façon particulière, le pays en Amérique qui venait après Haïti était à autour de 100 000, 123 000, 180 000 et décès pour 100 000 naissances vivantes. Juste pour vous dire qu'on n'est vraiment pas, les statistiques d'Haïti ne se recoupent pas du tout avec les statistiques des autres pays, même les pays pauvres d'Amérique. Une autre statistique qui peut vous donner une idée, en termes de besoins non rencontrés en santé publique en Haïti, le pourcentage de femmes qui accouchent dans un espace sécurisé, ça veut dire par des personnes qui sont accouchées, qui sont accompagnées dans leur accouchement par des personnes compétentes, que ce soit dans un hôpital ou en dehors des hôpitaux. La moyenne en Afrique, c'est 40%. J'aime bien cette comparaison. La moyenne en Afrique, c'est 40% et depuis plusieurs années. En Haïti, il y a vraiment, vraiment très peu de temps, moins de 10 ans, qu'on est passé à 38. Actuellement, si je me souviens bien, je dois actualiser mes chiffres. Actuellement, je crois qu'on est autour de 40%, mais on verra que c'est très précaire parce qu'en fait, c'est grâce à un programme, le Timama en particulier. Si ce programme s'arrête, c'est sûr qu'on va retomber dans la situation où on était avant. Donc, les indicateurs sont très mauvais en Haïti. Mais je retourne à mon historique. Donc, l'an 2000, Haïti adopte les objectifs du millénaire. Je ne vous apprends rien du tout. La décennie des années 2000 est une décennie extrêmement troublée en Haïti. La première moitié est marquée par des troubles politiques incessants. En 2004, le mouvement GNB fait tomber le régime de Jean-Bertrand Aristide. Vous vous souvenez de cela? Et jusqu'à 2005, jusqu'à 2006, c'est un pays qui vit des situations assez difficiles.
Toutefois, c'est dans la même période que Haïti va étonner le monde avec sa gestion du programme du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida et la malaria, le fameux programme, le fameux Fonds mondial, et qui a accordé à Haïti son premier comment ça s'appelle, son premier contrat en novembre 2002. En novembre 2002, le premier contrat a signé pour Haïti. Et Haïti est le premier pays au monde à recevoir un transfert du Fonds mondial vers Haïti. Les mauvaises langues disent qu'on a donné cet argent à Haïti parce qu'en fait, vous savez que le mécanisme de financement du Fonds mondial est très différent. C'est à vous de garantir qu'on continue à vous donner de l'argent en ayant une bonne gestion de cet argent. Donc, comme Haïti, traditionnellement, n'a pas de bonne gestion de ce financement, les mauvaises langues disent qu'on a donné le premier à Haïti, c'est juste pour se débarrasser de lui et de dire que vous voyez, vous ne pouvez pas le faire. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé, c'est que Haïti a eu beaucoup de succès dès 2002, 2003, 2004. Et votre serviteur, moi-même, j'ai eu le grand honneur d'avoir été le premier officier de suivi et évaluation d'un programme du Fonds mondial en Haïti. Et dans la mesure où le programme de Haïti a été le premier programme au monde, on peut dire que j'ai été le premier officier de suivi et évaluation au monde du programme du Fonds mondial. Et ce qui, par la suite, m'a permis justement de travailler dans plusieurs autres pays dans le cadre du Fonds mondial, justement par rapport avec cette expérience et cette compétence. 2005, je peux vous le dire, malheureusement, je n'ai pas retrouvé la chose, je peux vous dire qu'en 2005, Haïti est dans tous les journaux médicaux internationaux comme best practice en matière de programme de lutte contre le VIH-Sida. Et je vous le dis maintenant en passant, mais on entrera plus dans les détails. Et tout le monde pense que c'est parce que, au moins dans le cadre du VIH-Sida, même durant les manifestations, le partenariat public-privé fonctionnait. Il fonctionnait et les gens étaient mobilisés sur le VIH-Sida, pas parce que le gouvernement faisait du VIH-Sida, mais parce que le pays avait décidé de faire quelque chose face au VIH-Sida. Donc, 2005, il était une consécration. Haïti était dans tous les journaux et Dr. Pape, notamment, c'était une période de gloire pour lui où tous les journaux voulaient l'interviewer, etc. Haïti, c'était le modèle qui était présenté à tous les pays. Je peux vous le dire, moi, j'étais en Afrique, j'étais chef de programme en Guinée équatoriale pour le Fonds mondial et on envoyait des prospectus pour demander au pays de faire comme Haïti. Donc, Haïti, best practice en 2005 pour le VIH-Sida et en 2016, déjà, les chiffres de VIH-Sida en Haïti connaissent une nette amélioration. J'ai écrit pour vous qu'à partir de cette date, les chiffres de mortalité de VIH baissent graduellement, la prévalence augmente, c'est vrai, mais moins vite qu'avant. Le taux de survie commence sérieusement à augmenter et vers la deuxième moitié, le taux de survie commence à augmenter et le problème ou la problématique du VIH-Sida commence à transiter vers l'idée de la prévention, vers l'idée des traitements efficaces, vers l'idée des traitements continus du VIH-Sida. Décennie donc décennie des années 2000, donc vous avez ces grandes victoires de Haïti sur le VIH-Sida, victoires qui vont se retentir sur tout le système de santé. Pour vous qui aviez travaillé déjà dans le système de santé à cette période, vous vous rendrez compte que le sida avait siphonné toutes les ressources du système de santé pour les réponses au VIH-Sida. Et donc, de façon très concrète, ce qui se passait, il y avait beaucoup d'argent pour le sida, des fois beaucoup trop d'argent pour le sida, et pas assez d'argent pour tout le reste, y compris ce que je viens de vous dire tout à l'heure, pour les questions de santé de la reproduction et survie maternelle, de santé maternelle. Ce qui fait que le pays avait un système de santé schizophrénique où la politique nationale disait que la porte d'entrée pour la réforme du système de santé, c'est la santé maternelle-infantile, mais pourtant les ressources de santé disponibles étaient dans le VIH-Sida. Donc, dans les années 2000, les experts spécialistes en santé publique en Haïti essayent petit à petit de transférer cette vision de priorité depuis la santé maternelle vers le sida
pour dire que voilà, nous allons faire du sida la priorité et nous allons réformer le système de santé à partir des ressources du VIH-Sida. Et ça a posé deux problèmes. Premièrement, les ressources du VIH-Sida sont d'abord des ressources verrouillées. On ne peut pas les utiliser pour autre chose. On a pris beaucoup d'années pour convaincre les bailleurs du VIH-Sida d'ouvrir ces fonds à d'autres interventions, ce qui a été fait vers 2007-2008. Finalement, on a accepté que, par exemple, les fonds du sida pouvaient aider à construire des centres de santé, à renforcer des hôpitaux, à faire des activités d'intervention chirurgicaux. Et là, je peux vous le dire, les experts de santé publique d'Haïti ont été très innovateurs en imaginant que le fait en convainquant les bailleurs que si vous investissez dans une salle d'opération, ça va nous permettre d'opérer les femmes positives pour le VIH-Sida parce que nous savons que ça fait chuter le taux de transmission verticale. Donc, il y a beaucoup d'innovations comme ça, en fait, beaucoup d'imagination qui a été utilisée pour faire que les ressources du sida puissent être utilisées vers le système de santé en général. Mais comme vous le savez, ça n'a pas vraiment marché pour beaucoup de raisons. L'une d'entre elles est qu'à partir de la fin de la décennie aussi, les ressources pour le VIH-Sida vont commencer sérieusement à diminuer parce qu'à l'époque, le sida avait beaucoup d'argent à cause du PEPFAR qui avait été créé par le président George Bush à l'époque. Après George Bush, il y a eu d'autres présidents qui étaient beaucoup moins intéressés au VIH-Sida et qui donc poussaient moins, même s'il y avait encore de l'argent, mais la vision politique, la vision stratégique mondiale de l'élimination du VIH-Sida commence à s'essouffler et ça se ressent jusqu'à présent. Donc, on va de 2000 jusqu'à 2010. Je ne vous apprends rien du tout. En 2010, Haïti va changer. Le pays, la capitale du pays, toute la zone métropolitaine est détruite par un tremblement de terre en janvier 2010. 80% de la richesse nationale est effondrée. En 2009, Haïti, de 2006 à 2009, sous la présidence Préval, Haïti avait commencé à suivre une courbe de croissance très nette. En 2009, Haïti avait rapporté près de 5% de positif de PIB. Il avait augmenté son PIB de près de 5%. C'était du jamais vu depuis plus de décennies. Haïti n'avait pas c'était pas des excédents budgétaires, mais il avait créé 5% de richesse en plus comparé à l'année précédente et c'était extraordinaire. Tout le monde était content, on applaudissait le gouvernement, etc. Mais en 2010, tout ceci s'est effondré. En un jour, tous les excédents de richesse d'Haïti sont passés dans le tremblement de terre. Donc, tremblement de terre est arrivé. Haïti, vous le savez, n'a pas pu faire face. Ensuite, en octobre 2010, nous avons l'explosion du choléra que vous connaissez. Et ces deux événements vont inaugurer une période qui va être une période vraiment de remise en cause de tout le système de santé. J'écris, je l'ai dit souvent, même dans plusieurs interviews que je donnais, qu'entre 2010 et 2019, on va pas encore entrer dans le coronavirus, Haïti a fait face à 5 épidémies majeures. Et pour ces 5 épidémies majeures, ce sont 5 tests, comme je les appelle. Et techniquement, le système de santé a échoué à tous ces tests. 5 épidémies majeures, si je m'en souviens bien, le choléra, la dengue, le chikungunya, le Zika et en fait, le 5e, c'est le coronavirus. Toutes ces épidémies, sans parler des endémies qui existaient déjà, VIH, sida, tuberculose, malaria, les maladies tropicales non négligées, etc., toutes ces épidémies mettent sous stress le système de santé et questionnent la capacité du système de santé à faire face à ce que nous avons de primordial, de plus basique en matière d'organisation des services, en matière de fourniture des soins de santé. Quand nous allons parler des systèmes de santé, je vous dirai que l'un des résultats, l'une des choses qu'on attend d'un système de santé, c'est que la population puisse être en santé et nous sommes bien d'accord que la communauté haïtienne, la population haïtienne ne peut pas se targuer d'être une communauté en santé. Donc, décennie des années 2000, c'est une décennie de grands questionnements.
2001, 2010, 2011 jusqu'à 2012 ont subi, et je pèse mes mots, ont subi l'épidémie de choléra parce qu'on ne peut pas vraiment faire face à cette épidémie, même si jusqu'à fin 2010, même début 2011, le système de santé n'arrive pas à se réorganiser. J'étais dans l'Artibonite à l'époque et en 2010, j'étais responsable de santé pour CARE en Haïti, responsable de santé nationale. Et je me souviens que je passais dans l'Artibonite et je faisais toutes les villes les unes après les autres. Absolument toutes les institutions de santé étaient remplies que de personnes choléra. C'était vraiment une situation où les institutions étaient toutes transformées en centre de prise en charge du choléra. Donc, toutes les autres interventions médicales et de santé ne pouvaient pas se faire. À partir de fin 2011, début 2012, on commence à avoir, parce qu'on a atteint le pic de choléra en novembre 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, et en 2012, ça a commencé à baisser, le système a commencé à souffler. Mais très rapidement, on a vu les limites de ce système et les limites de la capacité des leaders de santé d'avoir une vision complète et globale par rapport avec toutes ces questions. Ce qui fait que toute la décennie des années 2010, dans le système de santé, va être dominée par la question du choléra, comment gérer et maîtriser l'épidémie du choléra. Évidemment, parallèlement, le sida bien installé continue à être présent et les autres pathologies, la tuberculose de façon particulière qui était très à la baisse, commence à remonter. Et donc, le système n'arrive pas à faire face. Je vais conclure la présentation pour dire, entre 2019 et 2020, l'avènement du coronavirus montre ou démontre une autre faille du système de santé, qui est la capacité du système de santé à assurer un leadership de l'organisation des services de santé, voire, et de façon plus précise, c'est un petit peu la façon que j'aime à le présenter, l'incapacité pour le système, pour les organisateurs du système de santé, d'embarquer la population avec elle dans une réponse nationale contre une menace réelle qui était celle du coronavirus. De façon très concrète, le coronavirus nous a démontré que malgré le fait que Haïti a été largement épargné par les manifestations terribles, par la force de frappe de cette maladie, Haïti, le système de santé haïtien a été non seulement secoué, mais a été rendu, en fait, a été paralysé par rapport à la réponse de la COVID. Ceci donc constitue, dans une grande partie, la présentation que je voulais faire pour vous, inaugurale, de cette vision de santé publique. Mais pour arriver à quelle conclusion? Pour arriver à un certain nombre de conclusions qui sont les suivantes. La première, et ça je le dis d'entrée de jeu, et je me souviens que, je ne me souviens plus de quelle date, et c'était peut-être en 2017, non, c'était en 2011, probablement 2011-2012, j'étais à Port-de-Paix justement avec, c'était en 2010, à Port-de-Paix dans le cadre d'une visite de terrain, et je disais que il n'y a plus de système de santé haïtien, c'est effondré, etc. Le directeur départemental qui était là, il était furieux que je dise ça. Ils disent, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de système de santé, nous faisons tout ce que nous pouvons faire, etc. Enfin, il était furieux. Je ne m'attendais pas à cela, mais à la vérité, je me suis rendu compte qu'il avait raison. En fait, en Haïti, on a un système de santé. Mais on a un système de santé qui est dysfonctionnel. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. Le système de santé haïtien est largement dysfonctionnel et la grande question qui existe dans ce système de santé, est-ce qu'il faut la réformer ou est-ce qu'il faut la refonder? C'est la grande question qui existe dans la question de système de santé en Haïti, de santé publique en Haïti. Est-ce qu'il faut réformer, arranger, patcher, coller, réparer le système de santé en Haïti? Est-ce qu'il faut la refonder?
Évidemment, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait la refonder, et je vous dirai un autre jour pourquoi. Mais ce qui est dominant comme choix, c'est de réformer le système de santé. D'ailleurs, je suis sûr que vous entendez souvent parler de la réforme du système de santé. Et la grande question, c'est comment réformer notre système de santé. J'espère vivement et je pense que grâce à ce programme, vous allez faire partie de ceux qui permettront à ce que le pays puisse se dire comment on va réformer ce système de santé. Je vous remercie. Alors,